Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Allez, c'est parti. Bonjour. Salut Léa. Ça va ? Très bien. Andrea, très bien. J'étais en train de dire que ça allait être compliqué de te présenter. Qu'on en a quoi pour une demi-heure ? Oh, écoute, je sais pas, faut se servir de la vie, je crois. Donc, faire. Du coup, je te laisse faire parce que j'ai un peu la flemme, tu vois. Je me dis, je vais lire sa page Wikipédia, ça va être long. Pourrais-tu te présenter pour les auditeuristes de Popol, s'il te plaît ? Alors, écoute, d'abord, je suis très heureuse d'être avec toi ce matin. Me présenter, voilà, je me sens complètement citoyenne, complètement impliquée dans cette société. Après, très petite, j'ai dansé. Voilà, ça a été quelque chose qui a été évident pour moi. Je parlais assez peu, enfin, je parlais dans la vie, mais je veux dire, mon vrai sens de la communication passait par le corps, par la danse. Donc, c'est vraiment un art qui a été un leitmotiv dans ma vie. Ça a été vraiment ma maison, par ailleurs. Donc, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, par la danse, la formation classique, contemporaine, conservatoire, tout ça. Et j'en ai eu assez marre très vite du côté très académique de l'activité. Donc, je suis partie à New York, j'ai commencé à voyager, j'ai expérimenté un peu, j'ai eu la chance d'expérimenter les voyages. Et vers 28 ans, je me suis tournée vers le théâtre, puisque, à mon sens, j'avais commencé à trouver ma voix, VOIX, pas encore VOIE, mais j'avais besoin de parler sur scène, j'avais besoin d'exprimer des histoires par le biais de personnages, par la voix. Donc, j'ai eu la chance d'être dans une pièce qui s'intitulait Les 39 marches, qui était une adaptation du film d'Hitchcock, qui était vraiment sur le ton de la comédie. Je me suis éclatée et ça m'a permis, j'ai eu la chance d'être nommée au Molière, tout ça, et ça m'a permis du coup de continuer dans ce cadre, dans le spectacle vivant par la voix et le théâtre. J'ai écrit Les Chatouilles quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. C'était d'abord un gros récit, et puis mon metteur en scène et moi, on s'y est penchés. Et ce spectacle est né en 2014. On l'a créé au Petit Chêne Noir à Avignon pour le festival d'Avignon 2014. Donc, tu vois, ça va faire 10 ans. Et ce spectacle a changé ma vie, puisque à cette époque, je pensais clairement être la seule à avoir été violée dans l'enfance. Enfin, c'est quelque chose, vraiment un sujet sur lequel personne ne communiquait. Je me suis très vite rendu compte qu'on était très, très nombreuses et nombreux, puisque les personnes m'attendaient après le spectacle pour me témoigner leur histoire. Ça a été un vrai tsunami pour moi. J'ai commencé à tourner ce spectacle et en même temps prendre conscience aussi de mon enfance, des mécanismes, de tout ce qui s'était déroulé dans ma jeunesse. Me dire, tiens, peut-être qu'il faut en faire quelque chose au-delà de l'aspect artistique. Mais bon, tu vois, j'avais une graine dans la tête. J'ai toujours été dans une forme de militantisme dans ma vie. Ça m'a toujours plu, en fait, quand même de m'opposer, en tout cas d'exprimer ce qui, à mon sens, ne me convenait pas ou convenait pas aux personnes qui m'entouraient. Donc, en 2015, deuxième festival d'Avignon, et François Cros et Denis Pinouvelle-Ancienne, qui sont les producteurs de cinéma, viennent voir le spectacle, flash sur le spectacle, et me disent « Mais Andrea, en fait, c'est un film, c'est vraiment important d'en faire un film. » Bon, évidemment, je dis à Éric Métayer, mon metteur en scène, « Attends, c'est fou ce qui nous arrive, viens, on fonce. » Bah oui, évidemment, on fonce, on y va. Donc, on adapte mon texte. On sort ce film en 2018 et avant ça, en fait, la parole politique autour du sujet de l'enfance est venue un peu plus tôt. C'est quand j'ai reçu le Molière du seul en scène en 2016 avec le spectacle Les Chatouilles, où là, pour la première fois, en fait, je me souviens être toute tremblante sur scène quand je reçois ce Molière en disant, vous savez, c'est 2 à 3 enfants par classe qui sont concernés, 2 à 3 enfants par classe. Et je me souviens, j'ai les larmes aux yeux, je suis complètement submergée par l'émotion, et c'est la première fois vraiment, au-delà des articles que j'avais pu avoir sur le spectacle, que je me souviens, France Info me tend le micro en me disant « Mais attendez, du coup, ce fléau
Qu'est-ce qu'il en est et moi, je me retrouve aussi un peu confrontée à mon ignorance à ce moment-là, puisque je ne suis pas encore tout à fait informée par tout ce qui se déroule autour du fléau, tout ce qui ne se déroule pas, justement, autour de ce fléau. Donc, je parle encore de pédophilie à ce moment-là. Voilà, donc je commence à prendre la parole médiatique pour parler de la pédocriminalité et de l'inceste, mais beaucoup plus, en fait, à ce moment-là, de la pédophilie, dans le sens large. Et finalement, c'est le film aussi, puis, c'est le fait d'avoir commencé à porter cette parole médiatique qui a fait que je me suis dit, merde, t'as une sacrée responsabilité qui te tombe sur les épaules. Tu ne peux pas te permettre, toi, juste de prendre le micro et dire, bon, on peut s'en sortir. Moi, j'essaie de m'en sortir. Je pense qu'on peut s'en sortir. Enfin, je trouve que c'est une injonction à la résilience aujourd'hui que je regrette un peu. Je regrette pas de l'avoir dit. C'est vrai que j'ai toujours essayé de trouver la lumière dans la vie. Et donc, je suis fière de ça quand même. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai été assez interpellée par pas mal de messages d'associations, de militants, de militantes qui étaient déjà sur le terrain depuis, bien plus longtemps. Hein, parce qu'on le sait, hein, ça fait longtemps que les gens luttent, ils sont invisibilisés, mais ils luttent. Et on m'a dit, André, attention, quand vous dites ça, c'est compliqué pour les victimes d'entendre... voilà, ce concept, non, c'est pas un concept, la résilience, merci Boris Cyrulnik, mais cette injonction quelque part, et puis pédophilie, non, il faut dire pédocriminalité, vous savez, c'est un vrai crime, ça brise des vies, effectivement, je le sais, je suis passée par là. Donc voilà, j'ai bossé, je suis un peu retournée à l'école, entre guillemets, moi qui détestais ça. Là, par contre, je me suis trouvé une volonté de faire pour pouvoir me documenter, lire, aller aux chiffres, aller voir le travail du Conseil de l'Europe, aller voir, lire tous les comptes rendus associatifs que je pouvais trouver, écouter d'autres personnes qui étaient passées par les mêmes traumas. Enfin voilà, donc c'est comme ça que ma parole militante s'est développée. Et puis par le biais évidemment de mon parcours artistique, j'ai aussi gagné, entre guillemets, en notoriété, en popularité. Et puis bon, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je gère plutôt pas trop mal. Et voilà, à force de communiquer, forcément, il y a toute une communauté qui s'est créée. Et voilà, je me suis dit, de toute manière, là, t'as signé pour la vie, t'y vas, tu lâches plus rien, quoi. Tu n'as même pas le droit de lâcher. Alors, je me souviens, en 2019, quand j'ai arrêté de jouer mon spectacle, j'ai vu un documentaire de mon amie Anne-Lucie Domange-Viscardi, qui s'intitule Odette et moi, qui m'a suivi tout le temps où je transmettais le spectacle à Déborah Moreau, une fois que j'arrêtais, parce que je trouvais important que ce spectacle continue de jouer, même si moi j'étais épuisée. Et je me suis rendu compte quand même de l'impact que ça avait sur une psychologie, sur un physique, je dis putain, mais c'est... Waouh, merde, j'allais vraiment pas bien, quoi. Alors qu'à ce moment-là, je suis la tête dans le guidon et je vois quand même que je suis pas au top de mon moral, mais vraiment avec le recul, je me dis merde, c'est quelque chose qui peut vraiment t'affecter au quotidien et dans la durée. Donc j'ai commencé à faire un peu plus attention à moi quand même, à dire aux gens, je peux pas lire tous les témoignages, c'est compliqué, je suis toute seule à gérer ça, je reçois... je sais pas, de 10 à 100 témoignages par jour, des fois, et sur plusieurs boîtes. Enfin, tu sais, les messageries sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Finalement, en plus, quand tu es certifié, il y a le truc perso, et puis les invités, je sais pas quoi, tout ça. Et puis, putain, j'ouvrais ça, je disais, mais je suis submergée, je vais pas pouvoir. Donc, je me suis quand même protégée. Et puis voilà, je sais pas si je me suis présentée là dans tout ça, Léa, mais en tout cas ce parcours artistique, la danse d'abord, par le fait que j'arrivais pas à trouver cette voie, m'a permis aujourd'hui d'être peut-être quelqu'un qui porte le sujet de façon organique et artistique, et du coup je me suis jetée corps et âme dans la réalisation de travaux où je m'éclate artistiquement, mais aussi qui permettent de porter une petite pierre à l'édifice de la prévention,
de la lutte, de la résistance autour de la violence. Donc c'est pour ça que quand on m'a proposé, quand Julie Coudry m'a appelé pour réaliser À la folie sur l'emprise avec Marie Gillin et Alexis Michalik, que j'ai co-réalisé avec Éric Métayer. Bon, c'était une évidence pour moi de faire ça. Là, aujourd'hui, le 1er février, on sort Nudes par le biais de l'histoire. Moi, j'ai fait le blog Victor, parce qu'on est 3 réalisatrices avec 3 histoires différentes sur le thème de la revenge porn. On sait aujourd'hui que la revenge porn tue. Et donc, quand on m'a proposé ça, j'ai foncé, ça me paraissait évident. Il y a des travaux comme ça qui me paraissent évidents, de jouer dans le film d'Hakim Isker, L'enfant de personne, sur la vie de Liès Loufoque, enfant placé. Oui, ça me paraissait évident de jouer dans le film d'Alexandra Lamy, Touchée, sur les femmes victimes de violences. Ça me paraissait évident. Voilà, c'est des choix comme ça que j'ai envie de concrétiser dans ma vie artistique et qui me permettent aussi de faire de la politique à ma manière. Oui, justement, c'est un peu ce que j'allais te poser comme question quand tu dis que tu t'interprètes ce spectacle, Les Chatouilles, et là, il y a un basculement, en fait. Tu te retrouves porte-parole et tu te retrouves à faire du plaidoyer, ouais. À sensibiliser, à interpeller. Je veux dire, c'est vraiment le rôle et le travail d'un militant, d'une militante au quotidien. Et il est vrai que il y a des artistes engagés, et beaucoup disent que finalement, être artiste, c'est de fait être engagé. Là, je pense qu'on peut avoir le débat pendant peut-être des heures et des heures, mais c'est une vraie question et intéressante au demeurant. Mais on sent que toi, en fait, ça c'est le sentiment, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas, que finalement, ton travail est peut-être insuffisant, que tu transmets beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses, mais à côté de ça, tu continues à poster quasi quotidiennement sur les posts noirs, tu continues à interpeller à la première personne du singulier les auteurs de violences, les responsables politiques pour que les choses bougent. Est-ce que finalement, t'as pas trouvé les limites de l'expression artistique ? Si, tout à fait. Si, et par ailleurs, j'ai eu la chance quand même, quand j'ai commencé à porter cette parole médiatique, de ne pas être seule, parce que je me souviens, je crois que c'est en 2014, Flavie Flament a sorti La Consolation, et puis derrière, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, et puis des ouvrages et des témoignages. Avant nous, il y avait Christine Angot, Eva Thomas, donc bon, en fait, je ne suis même pas du tout à l'initiative de cette prise de parole. Je suis une suiveuse de personnes qui l'ont déjà fait, mais effectivement, j'arrive pas à me contenter de l'expression artistique parce que j'ai eu un moment l'opportunité de m'approcher de l'espace politique par le biais de Brigitte Macron, qui à l'époque, avant d'être première dame, je l'avais rencontrée par le biais d'une amie qui s'appelle Stéphanie Bataille, qui m'a dit, écoute, il y a peut-être un truc à faire. Ces gens-là vont probablement arriver au pouvoir. Écoute, bon, ils sont pas de gauche. Peut-être que voilà, de toute façon, tu te donnes pas le choix à ce moment-là. Tu n'attends pas que les gens de gauche arrivent au pouvoir. De toute manière, je pense pas que j'irai voir l'extrême droite quand même. Mais bref, honnêtement, je me suis dit, ouais, peut-être. Et puis Brigitte Macron s'est vachement attachée à moi, à mon énergie, à ma façon de revendiquer, en tout cas de militer. J'étais beaucoup moins radicale qu'aujourd'hui. J'aime pas trop le mot radical, mais en tout cas peut-être moins présente de cette manière. C'est la déception qui m'a amenée au poste noir aussi. Et ça, je veux bien qu'on y revienne. Et ouais, après, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé Elle m'a ouvert la porte de tous les ministères. Je me rencontrais le président, il a même vu notre film. Enfin, voilà. En 2018, Emmanuel Macron a vu Les Chatouilles. Il est sorti tout rouge de la salle de cinéma. Il a pris un petit bourbon, un whisky, je sais plus. Mais il était quand même sonné. Et c'est bizarre, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui là où il en est. De l'avoir vu si ému, ou alors je sais pas, ou alors il joue un rôle, peut-être, mais en tout cas j'ai vu quelqu'un quand même assez bousculé par ce que je racontais, par ma vie, par mon enfance et les sévices que j'avais subis et tous les mécanismes qui en découlaient. Et là, en fait, j'étais voir la plupart des ministres. Je me souviens Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale en disant écoutez, évidemment, je les vois. C'est important de faire rentrer la prévention, mais comme une matière
à l'école, puisque aujourd'hui, le fléau, il dépasse tout, je veux dire, avec Internet, avec le porno, avec le harcèlement, avec... Bon, écoute, je veux dire, la liste est longue, hein. Donc, on ne peut plus se contenter de petites sensibilisations de temps en temps par des associations. Je salue leur travail, hein, par ailleurs, mais qui se fait sur la demande de directeurs ou de directrices d'établissement. Enfin, je veux Quand dire, ça se fait. quand ça se fait. Alors, dans le programme, il y a 1 ou 2 interventions, je sais pas quoi. C'est effectivement pas forcément le cas à 100%. Bon. Et là, je dis, le fléau est beaucoup trop grave. Je veux dire, le niveau de violence est beaucoup trop grave pour qu'on puisse se contenter de ça. Il est important de créer une matière avec des débats autour du spectre des violences. C'est pas forcément que pédocriminalité, inceste. J'englobe vraiment le spectre des violences en règle générale, hein. Racisme, homophobie, transphobie, la violence animale, enfin tout est lié, hein, on le sait, l'écologie, enfin je veux dire... La domination. La domination, en règle générale, effectivement. Bon, évidemment, ces trucs n'arrangent pas forcément les politiques d'aller essayer d'éradiquer la domination, mais enfin... Écoute, ils m'ont écouté, ils m'ont tous écouté, hein. Ils m'ont tous bien reçu. J'ai eu un petit café, j'ai même eu un petit livre de Jean de La Fontaine de la part de Jean-Michel Blanquer à la fin du rendez-vous. Bon, Dédicacé. j'ai eu, ouais, non, je sais même pas. Écoute, je sais même pas où il est ce livre d'ailleurs. Bref. Et j'ai eu Éric Dupond-Moretti au téléphone un dimanche. Il m'appelle, il devait se dire, elle me saoule, la Brigitte Macron, à me forcer à appeler sa copine militante. Mais enfin bon. Et ce mec-là, je lui dis, mais écoutez, vous vous rendez compte, plus de 80% de classement sans suite, l'atteinte sexuelle, le délit d'atteinte sexuelle qui n'existe qu'en France et qui porte préjudice aux adolescents et adolescentes qui sont agressés, voire violés. On a quand même un vrai souci de mentalité dans la justice. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de faire évoluer ces mentalités. Et il m'a répondu, il est surtout temps de sortir de l'ère victimaire. Et là, je lui dis, mais monsieur le garde des Sceaux, on n'y est pas rentré encore. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Vous n'imaginez même pas, on est aux prémices de la prise de parole. Je veux dire, il y a eu MeToo, évidemment, MeToo inceste qui a suivi, c'était après le coup de fil que j'ai eu avec lui d'ailleurs. Mais on est aux prémices. Enfin voilà, je raccroche, je suis super frustrée parce que je me dis, bon, enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Adrien Taquet, à l'époque, était secrétaire d'État ou ministre délégué à l'enfance, qui, très gentil, hein, mais qui ne connaît rien, qui était un monsieur qui venait de la pub, hein, il me semble. Bon, ouais. Donc quand je lui dis à un moment, quand ils vont faire la loi Billon et qu'ils font une dérogation intitulée Roméo et Juliette, merci pour le titre, qui permet aux jeunes, enfin aux agresseurs de 18 à 20 ans d'être pas trop inquiétés quand même. Et je lui dis, mais vous vous plantez totalement. Tu vois, tu sais très bien que les agresseurs de jeunes filles de 12 à 15 ans, c'est beaucoup de jeunes de 16 à 24 ans. Et il me dit, mais n'importe quoi, d'où tu sors ça? Je dis, mais tout simplement des chiffres, en tout cas de carcéraux du ministère de l'Intérieur. J'ai donc, que fais-tu? Où se situe ton métier? Que font tes assistants et assistantes, en fait, puisque moi, je suis bénévole là-dedans, si tu veux. Je bosse sur ça à côté de mon activité professionnelle, à côté de ma vie de maman, à côté de ma vie sociale. Et toi, tu es à ce poste-là, tu touches, je sais pas, 13 à 15 000 euros par mois, et t'es pas foutu de savoir d'où sortent ces chiffres, et vous nous sortez une loi complètement inique. C'est sidérant, tu vois. Donc, en fait, je me confronte à tous ces gens au fur et à mesure, comme ça, et surtout à leur méconnaissance du sujet, leur ignorance et leur opposition intrinsèque, clairement. C'était ta première expérience proche de la politique, du monde politique? Oui, quand même, oui. J'avais rencontré Julie Gaillet, qui était venue voir mon spectacle. Par ailleurs, j'avais rencontré François Hollande, mais vraiment, c'était un peu la fin de son mandat et tout. Mais non, là, vraiment, c'est la première fois que je rencontre des ministres, que je suis en tête-à-tête avec eux, que je leur mets des chiffres concrets dans la figure, ce qu'ont fait bien d'autres avant moi. Mais effectivement, je l'ai fait avec Marlène Schiappa aussi, qui se prétendait féministe et tellement acquise à la cause. Et puis, au final, on se rend compte que ça a été traîtrise
trahison du début à la fin. Et le résultat est extrêmement frustrant et extrêmement dommageable pour une grosse partie de la jeunesse et des femmes. Donc voilà, vraiment, j'ai été extrêmement affectée. Alors en 2021, quand il y a eu #MeTooInceste, c'était inédit, hein, c'est inédit. On est d'ailleurs le seul pays à avoir fait ça. C'est Madeleine Da Silva du collectif Nous Toutes qui avait lancé cette action, que je salue vraiment. C'était juste après, après la sortie de La Familia Grande de Camille Kouchner. Donc voilà, les victimes d'inceste veulent s'exprimer, elles s'expriment, et derrière, évidemment, le gouvernement se dit on s'empare du sujet, on va créer une grande loi, c'est fini, l'âge de non-consentement à 15 ans, etc. Et puis en fait, on se rend compte que non, si tu veux, on peut créer les lois qu'on veut. C'est interdit de violer quelqu'un. Je veux dire, c'est un crime. C'est un crime depuis longtemps. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire une nouvelle loi pour dire ne violez pas les enfants ou ne violez pas les femmes ou même les hommes. Hein. Mais c'est interdit de violer. Ça a toujours été interdit. Le problème, il est dans la mentalité du système judiciaire et dans le chemin judiciaire. Donc à partir du moment où il y a 85% de classement sans suite, que sur une centaine de milliers de plaintes, ça aboutisse à moins de 1000 condamnations, sachant que les condamnations sont souvent majoritairement du sursis, mais que voilà, je ne crois pas forcément à la prison. Je ne pense pas que ce soit une solution en soi. Je pense que quand même, par contre, d'être condamné, d'être surveillé, d'être accompagné pour tenter de revenir aux racines de la violence, voir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as ce système de domination en toi, pourquoi tu es devenu un prédateur, pourquoi tu recherches des proies. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans la reconstruction de quelqu'un. Ça, on ne le fait pas, on ne le mène pas. Le socio-judiciaire, il est... je critique pas les gens qui l'opèrent, parce que les pauvres, ils sont tellement peu, ils sont tellement sous-effectifs. On peut que saluer leur travail, mais c'est insuffisant. Évidemment, c'est insuffisant, mais parce qu'ils sont trop peu nombreux et nombreuses. Bien sûr, et en plus, si on rajoute à ça le fait que le système pénal, judiciaire est fondamentalement classiste, raciste, on n'est pas sorti, quoi. On n'est pas sorti des ronces, comme on dit. Il y a un mouvement qui se développe beaucoup, là. Il se trouve que j'ai eu la chance de passer un mois aux États-Unis et de voir un peu comment ils intervenaient sur les questions de violences sexuelles et sexistes. Et au cours de ces différents entretiens que j'ai pu mener, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui étaient sensibles à la question de la justice restauratrice. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu explores, et est-ce que ça pourrait potentiellement être une voie? Parce qu'il y a la question de la reconstruction qui est très présente dans ton travail aussi. Est-ce que c'est des choses qui sont, j'ai l'impression, un peu, pas encore tout à fait arrivées en France, en quelque sorte. On a encore du mal. Il y a une association qui travaille sur ces questions-là, qui essaie de faire du plaidoyer, de la sensibilisation à cette voie alternative ou complémentaire, en fait, à la justice traditionnelle, disons, au système judiciaire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement explorer à l'avenir? Écoute, je pense que c'est quand même une facilité qui est exploitée. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas. Bon, moi, je n'ai pas eu besoin, en tout cas, en tant que victime. Ça, c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel. Je parle en mon nom. J'ai eu la chance d'avoir un procès, enfin le procès de la personne qui m'a violée quand j'étais petite. Bon, cet homme-là a demandé pardon à la barre. Je savais qu'il était quand même contraint et forcé. Ça ne m'a pas fait du bien. Non, je ne pense pas, je ne sais pas si les victimes de violences ont clairement besoin d'entendre leur agresseur, la personne qui les a brisés, niés, annihilés, exterminés, demander pardon pour se sauver la mise et pour avoir une remise de peine, si tu veux. Bon, ça peut marcher sur des gens, tant mieux pour eux, hein, c'est bien, mais je trouve qu'avant tout, alors ça peut accompagner, mais je pense pas que ça puisse être une justice en soi. On le fait pas pour les voleurs, on le fait pas, je veux dire, t'as pas quelqu'un qui vient de dire pardon, je t'ai volé de l'argent, du coup je vais pas en prison. Enfin, tu vois, il y a que pour l'intégrité physique et sexuelle qu'on nous propose ça. Donc je trouve ça un peu tiré par les cheveux. J'y crois pas trop, mais c'est, encore une fois, c'est vraiment super personnel. Il y a beaucoup de personnes qui y croient. Je salue leur travail, mais je rencontre aussi beaucoup de victimes de violences sexuelles qui
n'accorderont jamais leur pardon. Et puis, et on a le droit, en fait. Ouais, c'est clair. Clairement. Franchement, moi, je lui pardonnerai jamais. Enfin, et ça va, c'est OK, tu vois, je vis avec ça. Et ça me soulagerait pas plus que ça de lui accorder mon pardon, puisqu'en plus, on sait que la plupart récidivent. Hein, en fait, une fois qu'ils sont tranquilles et non surveillés, ils recommencent. Alors, ils peuvent avoir demandé pardon. Moi, le mien, il a demandé pardon. Je veux dire, on m'a appelé quelques années pour me dire « Ah oui, il recommence ». Donc, enfin, tu vois, ça peut accompagner une justice, ça peut accompagner une peine. Je pense quand même que l'aspect, pas punitif, mais dire, bon, bah non, attends, on va t'exclure de la société un moment parce que là, mec, t'as quand même ruiné la vie d'une personne. Et l'impunité, surtout l'impunité, leur permet de gagner en confiance et en puissance. Et c'est ça que je reproche à la justice aujourd'hui. Ouais, c'est clair, puisque justement, comme tu le disais, le système ne permet pas ni de faire de la prévention, c'est ça aussi le gros nœud du problème, ni d'anticiper quelques récidives qui soient. Donc le système est clairement imparfait, ça on est bien d'accord. Pour revenir un peu à la politique, au gouvernement actuel, donc c'était assez clair, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, que toi tu as été profondément déçu par le gouvernement par Emmanuel Macron, personnellement même. Récemment, en novembre 2023, le gouvernement a présenté un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. J'imagine que tu as quand même jeté un petit œil pour voir un peu ce qu'il en sortait. Globalement, bon, c'est accueilli par les professionnels du secteur comme étant, et les militants, militantes comme étant encore tout un tas de mesurettes sans fond, sans financement précis, ciblé, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut clairement encore attendre quelque chose de ce gouvernement ? Non, je pense pas. Non. Je pense pas du tout. Je pense qu'ils sont très très forts en communication en revanche. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très très doués. Je veux dire, Charlotte Cobel qui fait le tour de Quotidien, C'est à vous, etc. pour présenter son spot sur l'inceste en disant il faut absolument appeler le 119. Donc on sait les pauvres 119, ils sont tellement peu. Donc, non, ils sont très forts en com. Le ministre du numérique qui avait fait le tour en 2023, après l'enquête de l'Arcom, les résultats de l'enquête de l'Arcom qui parlait de la pornographie sur les mineurs. On est quand même sur 1 million, 1,5 million d'enfants qui consomment du porno tous les jours, pendant 1 heure en moyenne, quand même. Donc, voilà, on connaît les violences misogynes qui découlent du porno. Voilà, donc ils sont précipités sur les plateaux pour dire que dès septembre 2023, il y aurait un blocage des sites porno vis-à-vis des mineurs, qu'on serait sur du contrôle d'identité, alors sans évidemment divulguer les identités, mais du moins pour accéder à ces sites porno, il faudrait d'autres mesures que juste cocher cette case « j'ai plus de 18 ans ». On n'en a pas vu la couleur. Toujours pas. Pour l'instant, il n'est même pas relancé d'ailleurs, ce ministère-là. Je ne sais même pas sous le gouvernement Attal ce que ça va donner. Là, sous Borne, c'était le cas, mais sous Attal, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça n'a débouché sur rien. Donc en fait, ils communiquent énormément. Donc ça fait croire aux Français et aux Françaises que vraiment, qu'est-ce qu'ils se sont investis. C'est quand même génial. Et puis bon, quand on voit M. Macron qui prétend que voilà, il est inattaquable sur le fléau des violences, puisqu'il en a fait ses grandes causes la grande cause de ces 2 quinquennats, et qu'il dit lui-même qu'il est inattaquable, alors que bon, moi j'ai une liste longue comme mon bras, longue comme ma taille, d'ailleurs je fais que 1m60, c'est beaucoup plus grand que ça. Non, honnêtement, c'est la folie. Il y a quand même un niveau de démagogie sur la protection de l'enfance qui est oufissime, sur l'ASE. Je veux dire, l'ASE explose. Enfin, ils ont du coup donné la responsabilité au département aujourd'hui. Enfin voilà, ils relèguent en fait, ils délèguent. Et ça leur permet quand même de dire qu'il se passe des choses. Je me souviens d'Adrien Taquet, pareil, à l'époque, dans les médias, en train de dire c'est fini, les mineurs isolés à l'hôtel, c'est fini. Mais c'est fini, quoi. C'est encore et toujours le cas. Et c'est des enfants, et généralement des jeunes filles qui sont exploitées sexuellement par d'autres enfants qui deviennent leurs proxénètes. Enfin, il y a un abandon total. Donc non, je pense qu'on ne peut pas croire en leur prise de parole. De toute façon, il n'y a pas de budget, donc on ne va pas se mentir. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'action.
quand on parle, je veux dire, le président a fait la farandole, pareil, des médias. Je me suis abstenue, là, ce 25 novembre cette année. Je suis fatiguée, je vais pas trop regarder les médias. Mais l'année précédente, où il disait que voilà, il y aurait un grand plan contre les violences et tout, mais en fait, c'est à peine 75 millions qui sont alloués à la cause des violences dites faites aux femmes et aux enfants. On peut dire violences masculines quand même, mais c'est à peine 75 millions. Il faudrait 3 milliards par an pour essayer d'éradiquer un peu ce fléau, donc faire de la prévention, faire de l'accompagnement des auteurs, de la protection des victimes. Encore une fois, la majorité des féminicides, les femmes avaient porté plainte. La plupart sont des mecs qui ont réitéré leur violence inlassablement, et puis un jour ils les tuent, et puis ça reste une liste qui est en plus réduite à la fin de l'année, puisque Monsieur Dupond-Moretti cette année a déclaré qu'il y avait 94 féminicides. Il n'y en a pas 94, il y en a 134 en 2023. Mais il ne compte pas, il compte que les féminicides par conjoint ou ex-conjoint. Donc, il y a un déni total et surtout une immense manipulation de l'information autour du fléau des violences. Donc non, je pense qu'on ne peut pas croire en ces gens, malheureusement. Moi, je vais aller encore plus loin, puisque je souscris à tout ce que tu viens de dire. Il y a effectivement... Et encore, je trouve que maintenant, ils commencent presque à... Je trouve que leur communication devient de plus en plus mauvaise, en plus. Bah oui, vraiment, la prise de parole sur Depardieu, c'était quand même magistral. Alors, c'était peut-être pour cacher un peu la loi immigration, qui était absolument abjecte, mais bon, c'était peut-être un leurre, peut-être une diversion, mais en tout cas, c'était affreux. Mais j'arrive à me demander s'il n'y a pas même, comme le dit le juge Édouard Durand, un changement de paradigme, un changement de doctrine. Donc juste pour replacer les choses un peu dans le contexte, il y a donc la Civise, qui était la commission indépendante, qui avait pour mission de sortir un rapport sur les violences sexuelles et sexistes à l'égard des enfants, et qui l'a sorti du coup en novembre 2023. Il se trouve que la commission a été reconduite dans sa mission par la secrétaire d'État à l'époque, qui était Charlotte Caudel, afin de continuer ses travaux. Le juge Durand a été écarté. 11 membres ont décidé de démissionner, puisqu'ils avaient interpellé, ces membres, il et elle avaient interpellé le gouvernement, de sorte à ce que le juge Durand, qui fait un travail remarquable dans ce domaine, soit maintenu à ce poste. Il a été remercié sans être prévenu. Et donc les membres ont sorti un communiqué de presse en dénonçant cette absence de prise de considération de leurs paroles. Et pour une commission qui cherche justement à briser le silence, c'est quand même assez dramatique. Et donc le juge Durand, en se faisant écarter de la Civise, disait récemment à l'Humanité que pour lui, c'était vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est même pas sorti du fait qu'effectivement, il y a un manque de volonté politique, mais est-ce qu'on ne va pas en plus dans un sens où le gouvernement est en train d'assumer une certaine forme de backlash ? Ah oui, complètement. Non, mais en plus, le juge Durand a beaucoup parlé des femmes, des mères protectrices, voilà, alors des enfants victimes d'inceste, et puis il a quand même focalisé sur le fait que la majorité, la très grande majorité, c'est un euphémisme, des viols sont infligés par des hommes. Et donc, pour le gouvernement, sa prise de parole était un petit peu trop féministe à leur goût. Donc oui, on est complètement dans un backlash. Il a été évincé comme un malpropre. Oui, forcément, derrière, on met Sébastien Boyle, dont je salue le travail au sein des Colosses au pied d'argile, mais Sébastien Boyle n'est vraiment pas féministe. Enfin, on est quelqu'un qui va... qui est contre l'imprescriptibilité. Bon, ça encore, de toute façon, il y a tellement de choses à faire avant, mais qui ne veut absolument pas genrer le débat des violences, alors qu'en fait, si on ne le genre pas, on passe à côté. C'est-à-dire que c'est les filles qui sont violées par les garçons, c'est les femmes qui sont violées par les hommes, même si, évidemment, il y a des femmes qui sont violées par des femmes et des hommes qui sont violés par des femmes aussi, ou des petits garçons qui sont violés. Oui, évidemment, ça existe. Et il faut aussi le dire. Leur traumatisme est tout aussi grave. Mais, on ne peut pas nier que cette domination, ce spectre de la prédation vient du patriarcat. On ne peut pas nier ça. Si on nie ça, on passe à côté du sujet. Vous voyez, et
Donc effectivement, la Civis, ça n'arrangeait pas du tout. En plus, ils ont mis ça, je vais te dire, moi quand ils ont sorti la Civis, bon, bah, très bien, c'est toujours un groupe de travail, mais bon, on connaissait suffisamment sur le sujet de l'inceste pour légiférer tout de suite ou mettre en place de la prévention, enfin en tout cas, sortir les budgets qu'il fallait pour commencer à altérer ce fléau. Hein. Donc on nous sort une commission encore de réflexion, moi ça m'a gavé, enfin je veux dire... des plateformes de témoignages, enfin, c'est bon, je pense qu'on pouvait aller un peu plus vite que ça. Donc moi, j'étais pas ouf avec la création de la Civis parce que je me disais, bah oui, encore une fois, on va réfléchir autour d'un sujet dont on connaît les conséquences dramatiques, dont on connaît les origines, mais on se le nie. Et puis bon, ça va permettre encore une fois de faire de la com. Donc après... toutes celles et ceux qui ont bossé au sein de la Civis bossent très bien, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. La plupart, je les connais très bien et tout. Mais pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que la prévention, elle aurait dû être d'emblée mise en place, mais dès 2021. Hashtag MeTooInceste a été un tournant, mais un virage déterminant dans la prise de conscience du fléau de l'inceste. Et là, on nous a sorti un groupe de travail, quoi. Au secours. Donc, effectivement, oui, je ne suis pas étonnée, je savais. Enfin, honnêtement, je ne veux pas me la raconter. Je savais que ça allait servir à rien. Alors, ça a aidé plein de femmes et d'hommes qui ont témoigné, et tant mieux. C'est toujours une petite avancée dans la reconstruction. Il y a eu des chiffres qui sont sortis, qui sont quand même vachement importants, dont moi-même je me suis servi pour mes postes et tout. Donc ce n'est pas vain tout ça, le travail n'est pas vain. Mais encore une fois, c'est des petites avancées de pattes de mouche à côté du fléau qu'on a devant nos yeux, en fait. Donc, non, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un total backlash féministe. Le juge Durand a pris la parole en faveur des femmes, et ça, ils ne l'ont pas supporté, quoi. Ils le pensaient peut-être un peu plus politicien que ça. Je pense qu'à la base, il peut avoir ce facteur un peu politique, le juge Durand. Ouais, mais bon, il s'est laissé. Après, c'est un mec qui a toujours vraiment, vraiment super bien travaillé en faveur des enfants, en tant que juge pour enfants. C'est quelqu'un, moi, je me souviens, en 2017, j'avais fait une représentation des Chatouilles. Et il y avait un débat à l'issue de la représentation avec Marlène Schiappa. Et il y avait ce juge Durand que je rencontre à ce moment-là. Et waouh, pour la première fois, je me dis, enfin, un homme qui réfléchit à l'endroit, quoi. Ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Donc, c'est quelqu'un que je respecte profondément. Après, alors là, mais j'étais sûre que ça allait se dérouler de cette manière, qu'il allait être évincé, que... voilà, derrière, après, moi, les préconisations, je pense que ça manque beaucoup On parle encore beaucoup des adultes traumatisés. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle des enfants à sauver et à protéger aujourd'hui. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour les adultes victimes comme moi. Donc, voilà, tous les jours. Enfin, il y a des moments difficiles, ça revient. Tu n'es jamais complètement réparé, reconstruit de ces sévices-là, de ces traumatismes-là. Tu as plein de mécanismes qui reviennent, de situations d'emprise. Tu vois, j'ai 44 ans, je me dis, putain, tiens, je me rends compte encore que là, j'ai été manipulée. Enfin, bon, bref, c'est compliqué de s'en sortir. Mais on fait ça pourquoi ? Moi, personnellement, je fais ça pour protéger la nouvelle génération. Bien sûr, je suis heureuse de pouvoir contribuer à la reconstruction d'une personne qui a été victime et qui est adulte et qui va pouvoir enfin révéler ce qui lui est arrivé, pouvoir avancer sur ce chemin de la résilience. Mais avant tout, on fait ça pour protéger les enfants. Et dans les préconisations, pour moi, ça manquait un peu de ça. Donc, je n'ai pas été très, très impliquée dans ce sujet, en tout cas à partir du moment où ils ont interrompu, pas interrompu la Civis, mais en tout cas, ils ont fait ce virage de la Civis où ils ont mis Sébastien à la tête. Bon, d'abord, ça ne m'a pas du tout étonnée. Je savais que ça allait se passer comme ça. Puis en plus, derrière, pour moi, ça reste quand même un groupe de travail. Et puis, on n'est pas dans l'action, on n'est jamais dans l'action. Et je me souviens, le juge Durand, c'était un débat... Merde, c'était sur quoi déjà ?
C'était avec Thomas Hugues, que je salue par ailleurs, un super journaliste. Et je disais au juge Durand, c'était il y a quelques années, je disais non, mais c'est super, vraiment, bravo, je suis très contente que vous soyez à la tête de cette commission. Au moins, il y a quelqu'un de bien à la tête de cette commission, ça c'est déjà bien. Mais voilà, je pense que les préconisations vont être déposées sur un bureau, et puis du bureau, ça va aller directement dans la corbeille. Voilà, à moins que vous vous attachiez, monsieur Durand, à vraiment les faire acter, appliquer. Et il était un peu choqué de ma prise de parole. Je dis, c'est pas contre vous, hein, mais je commence à connaître les engins. Ouais, je commence à connaître les engins qui sont au gouvernement. Et donc, à mon avis, c'est une belle communication. Encore une fois, ça fait bien d'aller aux 20h ou sur des grandes émissions très, très regardées par les Françaises et les Français et dire à quel point on est impliqué dans le fléau, alors qu'en fait, c'est du vent. Oui, bon, c'est bien, ça permet à des gens de s'exprimer, mais enfin, il y a des préconisations qui sont rendues, mais enfin, ces préconisations sont complètement ignorées. Et en plus, si c'est pas suivi des faits, en plus, si c'est pas suivi des faits. Je voulais juste te préciser quand même, parce que même si tu t'es dit que t'allais te protéger et t'allais pas t'affliger ça, que cette année, pour le 25 novembre, enfin non, du coup l'année dernière, Emmanuel Macron a quand même dit qu'il allait éradiquer les violences sexuelles et sexistes. Oui, il avait dit aussi qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Enfin, voilà. Donc c'est dire à quel point on s'enfonce dans le mensonge politique de jour en jour. J'ai une dernière question pour toi, si tu le permets. On arrive presque à la fin de cet entretien, malheureusement, mais il va bien falloir qu'on s'arrête à un moment donné. La politique, ça marche pas. La justice, ça ne marche pas. L'éducation aujourd'hui dans notre pays, la prévention, etc., ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, Andrea ? Écoute, je pense concrètement qu'il va falloir les forcer. C'est-à-dire que si on est plus nombreuses et nombreux à prendre la parole en tant que personne traumatisée par le fléau des violences, j'aime pas entendre encore la libération de la parole. C'est bon, ça fait longtemps qu'on a libéré la parole en fait. Enfin, quand je dis on, il y en a encore qui évidemment sont dans le process et je respecte le temps de la prise de parole évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, plus on va... je pense qu'il faut arrêter d'être poli. J'ai l'impression qu'il faut arrêter d'être poli. Moi, oui, parce que toi, tu l'as été. Moi, j'ai été poli, j'ai même totalement instrumentalisé, tu veux dire. Mais c'était important de passer par là. Je pense qu'en tout cas, je regretterai jamais, moi, d'avoir fait le pas, d'avoir tenté cette chance-là en politique, enfin, du moins, d'avoir approché les politiques, puisque je n'ai pas du tout envie, moi, de m'engager en politique, mais en tout cas, de les approcher, de porter cette parole-là, enfin, d'être l'une d'entre celles et ceux qui l'ont fait. Et bon, bref, non, je pense qu'aujourd'hui, plus on va... il faut hurler notre vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est là tous les jours. Moi, je le vois tous les matins, poste noir, tous les matins de ma vie depuis septembre 2022. Je fais ça. Chaque matin, là, au café, je tape, c'est très simple les postes noirs, hein. Je tape la date du jour, enfin de la veille, avec l'année évidemment, et je mets « il viole une femme » ou « il frappe une femme »,« il tue une femme » ou « il viole un enfant », machin. Et je tombe sur pléthore d'articles. Moi, après, je les invente pas, hein, moi je ne fais que rédiger une synthèse comme ça d'un article que je choisis à ce moment-là. Je peux en faire 10 par jour, hein, si je veux des postes noirs, mais bon, j'aurai plus de vie. Et puis peut-être plus j'ai besoin de rester positive. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être poli, de croire en leurs mensonges ou en leur démagogie, puisque vraiment, clairement, aujourd'hui, on peut parler de démagogie autour de ce fléau. Et d'avoir des opérations comme ça qui sont très superficielles, des opérations politiques, hein, je parle, qui sont très superficielles. Donc là, ce que j'observe, c'est quand même une génération là, nous, les trentenaires, quadras, même un peu plus, où on se dit, c'est bon, ça va, on a essayé là d'être sympa, d'argumenter, je veux dire, on manifeste toujours de manière tellement calme et pacifiste et tout. Je pense qu'à un moment donné, malheureusement, pour atteindre nos objectifs, il va falloir crier plus fort et se faire entendre vraiment, quoi, mais les forcer à nous entendre, puisqu'en argumentant depuis des années, en amenant des chiffres, des preuves,
des études, rien ne bouge. Donc voilà, là, ce que j'observe, c'est quand même une colère qui monte. Et ça me réjouit quand même d'ailleurs de voir cette colère qui monte parce que on peut pas se contenter de ce qui se déroule. Et puis en on plus, a des enfants à tous les à niveaux. protéger. Elle est au Exactement. niveau social. Absolument. Et là, dans les sujets que je défends, je vois bien, je le vois dans la rue, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui m'arrêtent, qui me disent « Putain, merci pour les postes noirs, je ne savais pas, j'imaginais pas ». Et ça crée le débat chez moi, ça crée le débat au sein de mes amis, on évolue et en même temps... c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc en fait, évidemment, il faut être patient, il faut être patiente, il faut continuer d'œuvrer comme ça. Je pense que c'est un travail de colibri. Chacun fait sa part, chacun fait comme il peut aussi. C'est pas simple de militer. Enfin, je vois, j'ai discuté avec ma copine Florence Mendes la dernière fois qu'elle a lancé le MeToo stand-up, là. Et puis moi, c'est cadeau, quand même, là. Là, il y a des phénomènes aussi. J'ai lu quelques témoignages. C'est le moment où ça va sortir, j'ai quand même hâte. C'est grave, et elle me disait, c'est dur, c'est beaucoup, je suis cyberharcelée. Je dis, mais attends, mais c'est la base. Je dis, ne milite pas si tu... t'es pas prête à être cyberharcelée, c'est la base. Malheureusement, c'est comme ça. Je veux dire, t'es militante, tu vas être harcelée, tu vas être critiquée, tu vas être targuée d'opportunisme. Même par ton propre camp, parfois. Mais oui, absolument. Moi, je me souviens quand j'ai fait la une de Elle avec Brigitte Macron pour parler... c'est la première fois dans l'espace médiatique que la pédocriminalité était en une d'un magazine tel que Elle. Enfin, c'était génial, quoi. Et j'ai été, mais alors, cyberharcelée par des personnes qui avaient été victimes de violences, quoi. Et tu te dis, mais putain, sérieux ? Tu crois que j'ai quelque chose à tirer de cette couve-là dans ma carrière, par exemple ? Tu crois que j'aurais pas gagné plus de contrats à fermer ma gueule après les chatouilles et puis à faire du cinéma tranquille dans mon coin parce qu'on me trouvait chouette et plutôt talentueuse ? Mais je me suis fait beaucoup d'ennemis dans le métier, en fait. Ouais, c'est courageux, d'ailleurs. Non, mais bon, c'est pas pour ça que je le dis. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y en a plein qui font ce choix-là aussi. Ah oui. Mais c'était tout à fait illégitime. Enfin, tout ça est légitime. Et je disais à Florence, non, mais sois prête à ça. C'est malheureusement, je dis pas que c'est une logique et que c'est légitime. C'est malheureusement la vraie vie. C'est la vraie vie. Tu milites, tu vas être critiqué, tu vas être insulté, tu vas être, bon, écoute, moi, ça m'arrive régulièrement, mais j'ai beaucoup plus de messages de force et d'amour que de messages de haine, quand bien même, vraiment, souvent, on me demande, mais t'es harcelée ? Je dis, non. Et en fait, je me rends compte que si, j'ai quand même... Mais ça m'affecte plus. À l'époque, en 2020, de Elle, là, moi, j'étais très, très fatiguée, en plus, à ce moment-là. J'ai dû quitter les réseaux sociaux pendant 3 mois parce que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup heurtée psychologiquement. Aujourd'hui, ça me passe au-dessus de la tête. Mais alors, je veux dire, tu peux dire mais n'importe quoi sur moi. Mais vraiment, je m'en fous. Le but, il est ailleurs. La cause, elle est ailleurs, en fait. Vraiment. En fait, j'ai une autre question. Enfin, c'est pas tout à fait une... Tu sais, c'est comme les gens qui prennent la parole à la fin d'une conférence. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une remarque. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, hormis plein de choses évidemment, mais quand même, c'est que tu as une capacité à te remettre en question qui est assez rare. Ah, mais c'est important. Tu arrives à dire, ouais, désolé, j'ai merdé. Ah, mais bien... Enfin, je sais pas. C'est pas évident, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est... le bon chemin dans la vie, quand même, d'être toujours... Enfin, il faut apprendre... Ouais, se remettre en question, s'excuser, c'est important. Admettre ses torts, c'est important. Je le fais pas toujours, mais je pense qu'en tout cas, sur le point de vue du militantisme et de... moi, j'ai pas la science infuse. Il y a des gens qui connaissent le sujet beaucoup mieux que moi. C'est des gens que j'ai envie d'écouter et qui me portent au quotidien. Et puis... je trouve important cette remise en question constante pour grandir, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Andrea. Un petit Merci, mot de Léa. la fin, un petit truc sympa pour ce début d'année. Écoute, ouais, sympa, tu sais quoi ? Je vais faire ma petite promo. Allez, Non, mais parce que je reprends mon spectacle. tout à Ouais. fait. Au théâtre Je de reprends- l'Atelier. Ouais, au Théâtre de l'Atelier à partir du 11 avril. Je suis à Paris pour 17 dates. Je pense pas que je reviendrai. Je pense que vraiment, là, je veux me faire plaisir, reprendre ce spectacle sur 17 dates à partir du 11 avril à l'Atelier. Je fais Avignon aussi dans la foulée cet été, au Chêne Noir.
Et on fera une tournée avec Déborah Moreau qui avait repris le rôle. Donc je suis super heureuse en fait, je suis vraiment très très enthousiaste et ouais, ça me ravit de reprendre aussi le chemin de la scène, de reprendre cette maison qui est le spectacle vivant, tout ça, le public me manque, le rapport aux gens me manque, c'est pour ça aussi je lance des stages qui s'intitulent Sublime ta colère, tout ça, où j'ai besoin d'être au contact des gens après avoir quand même écrit pas mal, réalisé pas mal. Ouais, là, je suis heureuse de reprendre vraiment le vivant. Et puis, j'ai la série Nudes, là, qui sort le 1er février sur la revenge porn. Moi, j'ai réalisé le blog de Victor, qui est l'histoire d'un garçon qui est accusé d'avoir mis une vidéo à caractère sexuel d'une amie sur Internet. Donc voilà, je raconte ça sur 4 épisodes de 25 minutes. Il y a Sylvie Véred qui a fait le blog de Sophia, qui est une jeune femme qui va être cyberharcelée de manière homophobe, et Lucie Borleto qui a fait le blog de Ada, qui est une jeune fille de 14 ans qui va être en proie à la cyberpédocriminalité. Voilà, et on a traité ces 3 personnages autour du cyberharcèlement, de la revenge porn, et donc ça c'est sur Prime à partir du 1er février. Écoute, je suis plutôt très très heureuse de défendre ces projets-là. Et voilà, non, sinon ce que j'ai envie de dire c'est accrochez-vous, on est dans le bon camp, vraiment, ne pas douter de ça, honnêtement, c'est souvent ce que je me dis pour me motiver. Je me dis, écoute Andrea, oui, bon, ça t'apporte des problèmes, la vie est plus compliquée, tout ça, mais tu sais quoi, le jour où tu vas mourir, tu vas dire c'était quand même pas mal, parce que au moins tu t'y es allé, quoi. Ne plus avoir peur de leur façon de toujours tenter de nous impressionner, comme tu vois, là, je vais devoir aller à Caen, au tribunal pour un poste noir, pour un sportif qui avait déjà été accusé de violence, par ailleurs, qui avait assumé qu'il avait frappé sa petite amie, tout ça. Donc là, c'était pour une violence sexuelle. J'ai fait un poste, il m'a attaqué en diffamation. Il a gagné en première instance, on aura tout vu. Et donc là, évidemment, j'ai fait appel, j'y retourne. Je ne sais pas que ça a à foutre, mais bon, j'y vais. Et donc voilà, non, s'accrocher, ne pas se laisser déstabiliser par ce système. C'est un système qui veut nous faire taire. Écoutez, prouvons-leur qu'on a trouvé notre voie, V-O-I-E, V-O-I-X. On y va, quoi. Force et amour. Merci beaucoup, et soutenez Popol aussi, parce que ça c'est important. Sinon Popol, on pourrait pas avoir la joie de ce type d'échange. Merci Andrea. Merci Léa. Et à bientôt. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. À bientôt pour un prochain épisode de Popol Talk.